Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous du droit. Selon l'OMS, une personne sur quatre serait concernée au cours de sa vie par un trouble psychologique. Le continent africain ne fait pas exception puisque 10% de sa population serait aujourd'hui affectée par un trouble mental. Malgré ces chiffres, la question de la santé mentale est banalisée et cela l'est encore plus dans le monde du travail. Comment donner la priorité à la santé mentale au travail? On en parle avec nos invités du jour. Il s'agit de Henri-Joël Agbo, psychologue de formation, qui est psychologue dans l'ONG HFA Hand from Above, chargé de volet santé mentale de la FETAF, et Firmin Komi Apedo, vice-président de l'association Link and Hope. Quant à moi, je suis Michak Niaro. Cher invité, bienvenue dans l'heure du droit. Merci. Merci, Michel. Oui. Alors aujourd'hui, nous parlons de la santé mentale. Lorsqu'on dit santé mentale, à quoi fait-on allusion concrètement, Henri Joël? Ok, merci beaucoup. Parlons de santé mentale. Et il faut savoir que la santé mentale, c'est un état de bien-être. Tout d'abord, et de façon théorique, on parle d'état de bien-être émotionnel, psychologique et social d'un individu. Mais plus précisément, on parle de émotionnel. Ce sont les ressentis par rapport à un événement. Comment est-ce que nous traitons l'information sur le plan sentimental ou bien sur le plan de nos ressentis. Maintenant, parlant de la phase psychologique, c'est l'analyse que nous faisons de cet événement-là. Comment nous traitons l'événement? Est-ce que c'est un événement hostile ou bien c'est un événement qui peut nous poser problème? Donc, d'un côté social, c'est comment est-ce que nous agissons dans la société ou bien en collaboration, bien quelle est notre relation avec notre entourage, notre environnement, comment est-ce que nous agissons. Donc, parlons de santé mentale, on peut dire que c'est l'état de bien-être qui nous permet de dévoiler notre capacité, de montrer ce que nous pouvons faire, de pouvoir traiter les tensions de la vie de tous les jours, de pouvoir aussi apporter quelque chose à la communauté et aussi faire un travail de façon efficace. Donc, en résumé, c'est ce que nous pouvons dire de la santé mentale. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on jouit d'une bonne santé mentale en tant qu'individu? D'accord, merci. Pour cette question, il faut d'abord connaître quels sont les niveaux de la santé mentale. Dans la santé mentale, nous avons 3 niveaux. Il y a la bonne santé mentale, et après la bonne santé mentale, on a la mauvaise santé mentale et nous avons la maladie mentale. Très souvent, les gens confondent la mauvaise santé mentale et la maladie mentale. La maladie mentale, c'est un diagnostic que un spécialiste, soit psychologue ou soit psychiatre, peut poser. Mais concernant la mauvaise santé mentale, tout individu qui connaît les critères, les signes, peuvent identifier que aujourd'hui, je suis en détresse psychologique. Donc, la mauvaise santé mentale, c'est une détresse psychologique. Ça nous empêche de faire nos activités de tous les jours, de pouvoir réaliser notre potentiel. Et je pense que la détresse psychologique tue plus, mais ou bien rend la personne vulnérable plus que la maladie mentale parfois. Parce que tu es en détresse, mais tu ne le sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Donc, pour savoir que nous sommes en bonne santé, si c'est la question que vous m'avez posée, oui, il y a certains critères. Tu arrives à jouir de ta vie de tous les jours, de faire ton travail sans crainte, sans tension, de pouvoir profiter de tes relations sociales et de pouvoir aussi intervenir dans la société pour apporter quelque chose. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Firmin Apedo, comment reconnaître les symptômes d'un trouble mental? D'abord, je vais aller dans ce sens en disant que on peut être en bonne santé mentale bien qu'on ait un trouble. Ah oui. On peut avoir une bonne santé mentale même avec un trouble. Comment cela s'explique? Il a parlé des critères, certains critères tout à l'heure. Quelqu'un qui réalise ses potentiels, son plein potentiel, qui travaille normalement comme tous les autres, qui surmonte les difficultés normales dans la vie et qui participe à la communauté
dans lequel il vit, il a une bonne santé mentale, bien qu'ayant un trouble mental. Est-ce que si on prend, on se réfère à ce que vous avez dit, réaliser son plein potentiel, faire ce qu'on aime, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui aime la solitude, qui est souvent seule dans son coin, a un problème de santé mentale? Ok. Vous voulez aller où le psychologue continue? Bon, je vais dire tout simplement que l'isolement, c'est un signe de détresse psychologique. Et si on n'y fait pas attention, ça peut conduire à un trouble rapidement. Donc, je vais laisser le spécialiste poursuivre. D'accord, allons-y. Oui, merci beaucoup. Comme il a dit, l'isolement, c'est un signe. Et on ne peut pas prendre seulement le signe isolement comme une personne qui est en détresse psychologique. Il faut encore voir d'autres signes. Et très souvent, quelqu'un qui s'isole, vous allez voir que c'est quelqu'un qui présente la déprime aussi. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'associer au groupe pour travailler. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs signes. Et maintenant, est-ce que dans cet état d'isolement-là, est-ce que la personne arrive à travailler? Est-ce que la personne arrive à participer à la vie de la communauté? Être solitaire est différent de se sentir, comment dire, isolé ou soit s'isoler du groupe. Le cas des introvertis. Oui, parce que je peux être introverti sans pour autant présenter les signes de la détresse psychologique. Parce que quand je viens, on me dit que aujourd'hui nous avons telle tâche à faire. Je fais ma tâche et puis je repars. Mais dans le cas contraire où je viens, je n'arrive pas à faire tout d'abord la tâche. Je n'arrive pas à participer. Même quand on m'appelle pour venir faire la tâche, je n'arrive pas à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut réfléchir à cela. Donc il y a plusieurs signes qu'il faut prendre en compte avant de parler de la mauvaise santé mentale ou bien de la détresse psychologique. La détresse psychologique. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire qu'une personne est affectée par un trouble mental? Ok. Et il y a des signes de la détresse psychologique qu'on trouve toujours au niveau de la maladie mentale. Mais pour la maladie mentale, ça dure plus de 2 semaines. C'est-à-dire tu te lèves aujourd'hui, c'est aujourd'hui jeudi, et tu te sens de façon bizarre. Il y a des signes qui sont apparus. Peut-être il y a des trucs que tu ne faisais pas avant, tu es en train de faire, soit tu t'es enfermé, ou soit tu es toujours isolé dans la chambre, tu n'arrives pas à participer plus à la vie, tu n'as plus goût à la vie, des trucs comme cela. Et quand ça dure plus de 2 semaines, ça veut dire que c'est en train d'arriver dans la maladie mentale. Donc, et vous allez voir que dans cette période de plus de 2 semaines, là, il y a d'autres signes qui viennent s'ajouter. Vous allez voir que la personne est seule et commence pas à murmurer ou bien pas à parler, comme s'il y avait une autre personne devant elle. Et vous allez voir que cette personne, même dans le cas de la dépression, vous allez voir que la personne est seule et pleure et même discute comme si elle discutait avec une autre personne. Donc, il faut savoir que ça doit durer plus de 2 semaines et les signes doivent vraiment être réels pour parler de la maladie mentale. Et ce sont les spécialistes qui posent ce diagnostic. Il semble que les troubles mentaux et la dépression se ressemblent un peu. Comment est-ce qu'on peut distinguer ces deux mots si on en souffre? Ok. Bon, je dirais tout simplement que la dépression aussi est un trouble. Quand on arrive déjà à l'état dépressif, ça veut dire qu'il y a le trouble qui s'est installé. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas aller dans le même sens que mon frère, mais je vais dire plutôt que la détresse, c'est... La dépression. Tout d'abord, je vais partir de la détresse. La détresse psychologique, c'est un état. Maintenant, la dépression, aujourd'hui, on ne parle plus de dépression, mais on parle des troubles dépressifs. Et au sein de ces troubles dépressifs-là, on a plusieurs cas de troubles dépressifs. Par exemple, les troubles dépressifs associés à la prise d'un médicament ou d'autres troubles, associés à un événement. Donc, il y a plusieurs types de troubles dépressifs. On ne parle plus aujourd'hui de dépression, mais on parle de troubles dépressifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent là-dedans. Donc, la confusion que nous faisons, c'est que les gens prennent la détresse psychologique pour la dépression. Par exemple, une personne qui devient
nerveuse qui n'arrive plus à communiquer correctement comme elle le faisait avant, et une personne qui présente des signes qui semblent aller dans les signes caractéristiques de la dépression, on amène cette personne catégoriquement dans les troubles dépressifs. Et c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les troubles dépressifs sont vraiment à diagnostiquer par comment dire, un spécialiste. Mais la détresse psychologique, c'est à faire par nous-mêmes. Quand même, toi-même, tu es là, je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger correctement, je perds du poids, bien je prends du poids. Il y a des trucs que toi-même, tu remarques, tu notes vraiment, tu sais que maintenant, ça ne va pas, il faut que j'essaie de demander de l'aide à une autre personne. En dehors des sentiments et des émotions, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient entraîner ou agir sur la santé mentale d'une personne? Bien sûr, il y a les facteurs environnementaux, les facteurs économiques. Quelqu'un qui n'a pas de travail, après ses études, plusieurs années de chômage, il peut rapidement tomber dans la détresse psychologique et si on ne prend pas soin de lui, aller jusqu'à la maladie mentale. Donc, ce n'est pas que donc, je dirais que plusieurs autres facteurs interviennent pour qu'on parle de santé mentale et on parle de déterminants de la santé mentale. D'accord. Joël, souvent lorsqu'on parle de trouble mental, on parle de dépression, on fait un lien avec les émotions négatives. Est-ce que le fait de ressentir un excès d'émotions et de sentiments positifs pourrait conduire à un trouble mental? Ok, on parle souvent d'euphorie. C'est-à-dire la personne se trouve dans un état où elle déborde d'énergie. Et vous allez voir que très souvent, on trouve ça dans les troubles bipolaires. C'est-à-dire, vous voyez cette personne-là, la matinée, elle était très contente. Elle avait beaucoup d'énergie à vendre. Et l'après-midi, tu retrouves cette même personne-là. La personne a des difficultés même à marcher, à faire ses activités et, comment dire, à participer à sa vie active. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, déborder d'énergie ne veut pas automatiquement dire que quoi? Tu, tu souffres de dépression, bien, tu souffres d'un autre trouble. Mais ça peut être aussi, comment dire, euh, un signe qui veut dire que il y a peut-être un trouble qui est caché. Tu as quelque chose à cacher, c'est pour cela que tu veux montrer aux autres que ça, c'est-à-dire, ça va pour le mieux pour toi. L'exemple de vouloir s'afficher ou vouloir attirer l'attention, est-ce que c'est exact? Ça peut arriver dans ce contexte-là, si il n'y a pas d'autres troubles de comportement qui rentrent en jeu. D'accord. Alors, venons-en à la question de la santé mentale au travail. Dites-nous, Firmin Apedo, de quelle manière l'environnement pourrait influencer ou affecter la santé mentale d'un individu? Oui, le lieu de travail, comme le stipule le thème de cette année d'ailleurs, est essentiel pour que les personnes, les travailleurs aient une bonne santé mentale. Travailler dans un environnement austère où les relations entre les collaborateurs ne sont pas bonnes, où vous avez la pression des, de la hiérarchie, ou même les conditions de travail. Je prends par exemple le cas du personnel soignant qui ne dispose pas de ce qu'il faut, des outils nécessaires pour faire son travail. Il ne peut pas avoir ça va forcément impacter sur sa santé mentale. En plus, ces personnels de santé mentale ont la pression émotionnelle puisqu'ils soignent des patients. Donc, ils partagent émotionnellement la souffrance et la douleur des patients. C'est que ce qui impacte forcément leur santé mentale. Ok, sur ce point, il faut dire que
l'environnement du travail joue un rôle essentiel dans le bien-être mental d'une personne. Et c'est triste de voir aussi qu'il y a certains types de travail qui sont disons, des travaux à risque pour une personne. Vous allez voir que il a donné l'exemple des, comment dire, du personnel hospitalier. Vous allez voir que quand une personne est confrontée chaque jour peut-être au décès d'autrui et n'arrive pas à décharger ou bien n'a pas l'occasion là ou bien l'opportunité d'aller consulter ou bien d'aller discuter, d'en parler avec quelqu'un, vous allez voir qu'à un moment donné, la personne là présente des signes de détresse psychologique. Vous allez voir que soit elle devient rigide, ou soit carrément, Insensible. oui, donc, ou soit carrément, elle prend des substances psychoactives pour pouvoir oublier ce qu'elle vit au boulot, ou soit carrément, elle va commencer par manquer de venir au travail ou encore adopter d'autres types de comportements. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut dire que euh, le management toxique peut aussi agir sur l'employé qui va présenter ces signes-là. Ou soit encore... Est-ce que vous pouvez développer la partie du management toxique? Ok. Pour cette partie, il faut dire que tu as un employeur qui est exigeant. C'est normal d'être exigeant au boulot. Mais on te confie beaucoup de tâches à la fois. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a d'autres employés et c'est à toi seul qu'on fait des demandes. Ou encore, tu es là, on te réclame des trucs à l'instant. On t'appelle, on dit que j'ai besoin d'un document. Je veux ça dans 1 heure. Mais en temps normal, tu ne pourras pas faire ce document-là en 1 heure. Mais l'exigence de ton employeur va te pousser maintenant à vouloir faire le travail. Et si tu as des prédispositions à faire peut-être la détresse psychologique ou un trouble mental, tu vas voir que tu as l'émotion que tu ressentiras par rapport à cet événement sera différent de l'émotion qu'une autre personne aura à ressentir par rapport à cet événement. Et très rapidement, tu vas commencer par présenter les signes de la détresse psychologique. Et si ce n'est pas observé, traité, ça va conduire à adopter d'autres types de comportements. Et finalement, tu vas sombrer dans un trouble mental. Parlons des dispositions qu'une personne peut avoir qui pourraient faciliter, comment dire ça, l'altération de sa santé mentale. Est-ce que les troubles mentaux sont héréditaires? Oui, et il a donné l'exemple des facteurs économiques, facteurs environnementaux. L'économie se retrouve toujours dans les facteurs environnementaux. Maintenant, il y a les prédispositions de la personne elle-même. Il y a la naissance, la personne a subi des séquelles ou bien avant sa naissance, elle a subi des séquelles. Maintenant, il y a l'autre facteur aussi qui est le facteur héréditaire. Donc, si un parent a un trouble mental ou bien avait un trouble mental, l'enfant est très disposé ou bien aura susceptible ce trouble-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'éviter? Si par exemple un des parents est porteur de ce trouble, est-ce qu'il y a pendant le processus de la grossesse, est-ce qu'on peut éviter que ça ne contamine l'enfant? Là, franchement, je ne peux répondre à cette question, mais on parle quand même d'hérédité sociale, si je ne me trompe pas. Sociale. Mais que la grossesse soit directement influencée par l'état de santé de sa maman, seuls les spécialistes peuvent l'affirmer, le confirmer. Ok, c'est bien noté. Oui. Vous parliez tantôt des agents de santé qui sont susceptibles à présenter des troubles de la santé mentale. Est-ce qu'il existe d'autres domaines dans lesquels, lorsqu'on travaille, on est plus favorable à avoir des problèmes de santé mentale? Oui, bien sûr. Quand je prends l'éducation, par exemple, il y a le corps enseignant aussi qui connaît beaucoup de difficultés de santé mentale. Une étude récente réalisée par le docteur Koussoungou, si je ne me trompe pas, qu'il avait présentée au dernier atelier de validation du
du plan multisectoriel de la santé mentale a montré qu'il y a 37% du personnel de l'éducation qu'il a reçu en consultation qui présentent des troubles de santé mentale. C'est beaucoup? C'est beaucoup sur un échantillon de 4000 personnes. 4000 personnes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et maintenant, quand on prend ces travailleurs-là, quelles sont les formes de troubles mentaux qui sont les plus courantes? Il a parlé de dépression. Oui. Il y en a qui vont jusqu'à la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, l'anxiété, le stress. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Le plus souvent. Vous pouvez nous parler un peu de la schizophrénie? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Schizophrénie. Voilà. Ok, la schizophrénie, c'est un trouble mental, souvent, ou bien pas souvent, mais classé dans les troubles bipolaires. Vous allez voir que la personne n'arrive pas à hallucine plutôt, n'arrive pas à faire contact avec la réalité. C'est-à-dire ce que en temps normal nous devons voir, lui il n'arrive plus, ou bien elle n'arrive plus à voir cela. Et très souvent, l'hygiène n'est plus. La personne comment dire, fugue ou bien devient une personne de la rue, et d'autres signes qui apparaissent aussi. En dehors de l'anxiété, le stress, la dépression, est-ce que les personnes qui souffrent de troubles mentaux développent la paranoïa? Oui, c'est possible de développer la paranoïa. Ça dépend aussi du secteur d'activité que vous faites. Par exemple, si nous prenons le secteur d'activité médiatique, vous allez voir qu'il y aura certains journalistes qui vont développer ce type de trouble mental. Et pour revenir aux différents troubles qu'il a cités au niveau de l'enseignement, il faut savoir que les enseignants sont très souvent au contact des enfants. Et le fait de voir peut-être les difficultés de certains enfants et ne pouvant pas, ne pouvant plutôt pas arriver à les aider, crée une grande souffrance. Et c'est ces souffrances-là qui sont à l'origine de ces troubles que ces enseignants développent au fur et à mesure. Il y a beaucoup de types ou bien de différents types de troubles que ces enseignants développent. Il y a l'épuisement professionnel, le burn-out, et d'autres encore. Quels sont les signes avant-coureurs qu'on constate chez les travailleurs qui souffrent de troubles mentaux? Les signes avant-coureurs? Je vais laisser la parole spécialiste. Au psychologue, oui, on y va. Ok. Et j'allais oublier, il faut que nous fassions la différence entre les signes et les facteurs. Et les signes, c'est ce que on peut prendre en compte pour diagnostiquer la détresse psychologique ou bien pour diagnostiquer le trouble mental. Les facteurs, ce sont les événements qui se produisent tout autour de la personne qui peuvent l'amener à développer ce trouble-là. Maintenant, pour pouvoir observer peut-être une personne et dire que cette personne-là a apparemment une détresse psychologique, il doit avoir des conséquences de sa détresse psychologique au sein du travail. Vous allez voir que une personne qui était régulière au boulot sera peut-être absent, en retard. Vous allez voir que les échéances que on donne à la personne n'arrive plus à respecter, la personne n'arrive plus à participer aux réunions, la personne n'arrive plus à donner au moins 25%. Le manque d'engouement? Oui, le manque d'engouement de ses capacités. La personne ne discute plus avec ses collègues, soit la personne dit que ce sont eux à l'origine de ses problèmes et ses souffrances, et finalement vous allez voir que d'autres abandonnent carrément le poste pour aller se retrouver. Donc ce sont des conséquences que nous pouvons observer pour dire que
il y a un problème au niveau de la personne là. Y a-t-il une possibilité de guérir D'un trouble mental ou Oui. de la détresse psychologique? d'un trouble mental d'abord? Est-ce qu'on peut en guérir définitivement, comme lorsqu'on soigne le palu ou la fièvre Pour les troubles mentaux, les séquelles restent. à vie? Oui. C'est-à-dire, on peut amener la personne à la disparition des signes. C'est-à-dire, une personne qui n'arrivait pas à prendre soin de lui, on l'amène à prendre soin de lui maintenant, à suivre un traitement. Vous allez voir que elle va se comporter comme une personne normale. Mais après quelques temps, si elle refuse de prendre ses médicaments, de suivre toujours l'accompagnement des thérapies, vous allez voir que elle va revenir encore dans le tout. Et il y aura des événements déclencheurs. Il y a une personne qui a déjà subi c'est-à-dire qui a déjà eu un trouble mental dans le temps, vous allez voir que cette personne-là, il y aura certains événements qui seront susceptibles de déclencher encore ce trouble chez la personne. Donc, comme le palu et les autres, c'est difficile de résoudre le problème de trouble mental définitivement. Et qu'en est-il de la dépression, de la détresse? De la détresse plutôt. Oui. Au niveau de la détresse, c'est très facile. Quand on aide la personne à trouver un certain équilibre entre son environnement et sa vie et lui-même, vous allez voir que c'est fini. Il n'y a plus de détresse. C'est pour cela la détresse psychologique très souvent ne dépasse pas 2 semaines. Ça ne dépasse pas 2 semaines. La personne est dans un état de mal-être. On l'amène à revenir dans l'état de bien-être ou bien dans la bonne santé mentale. Super. Alors, Firmin Apedo, on constate malheureusement que les droits des personnes atteintes de troubles mentaux sont parfois violés. Mais heureusement qu'il existe des dispositions légales qui protègent les travailleurs souffrant de ces troubles. Quelles sont ces dispositions législatives? D'abord, il y a la Convention internationale des personnes handicapées, y compris les personnes handicapées psychosociales, qui protège les personnes handicapées. J'ai noté, par exemple, l'article 2 Oui. de cette convention-là qui parle des aménagements raisonnables à offrir aux travailleurs qui ont des problèmes de troubles mentaux. Et quoi, l'environnement, l'aménagement raisonnable. On parle d'aménagement raisonnable quand on doit mettre un environnement propice, que ce soit l'aménagement des heures de travail, des horaires de travail, le travail à distance, pour permettre à la personne qui subit des pressions de pouvoir travailler de façon adéquate au même titre que les personnes qui n'ont pas de troubles. Et c'est l'article 2 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui le dit. L'article 27 de cette même convention-là parle de droit au travail, que ce soit à l'embauche, au fonctionnement, dans le travail et au licenciement. Cette convention donne l'équité de droit à toutes les personnes, qu'ils soient handicapés psychosociaux ou non, et même va au-delà en disant qu'à compétence égale, il faut prioriser la personne qui a les troubles mentaux lorsqu'il y a un poste à pourvoir. Donc, il y a le droit, comment on appelle ça, à la confidentialité, le droit à la confidentialité. La personne qui a un trouble mental, qui travaille, a le droit de garder son trouble de façon confidentielle, sauf si
il doit en parler pour qu'on fasse pour lui des aménagements raisonnables qui vont l'aider à travailler normalement. Donc, il doit signaler la maladie lorsqu'il vient pour postuler à une offre d'emploi. Normalement, s'il a besoin qu'on lui fasse des aménagements, il faut qu'il signale. Et ils ont aussi le droit de faire des recours légaux lorsqu'ils sentent que leurs droits ont été bafoués et ils doivent recevoir une justice équitable au même titre que les autres. De même, au niveau des soins de santé, ils ont droit à l'équité des soins de santé, que ce soit au niveau des services, de l'accessibilité des services et de la qualité des soins même. À partir du moment où le travailleur, la maladie, le trouble mental du travailleur s'est déclenché lorsqu'il a postulé, qu'il a commencé par travailler dans un endroit, est-ce qu'il peut faire recours au niveau des autorités compétentes pour dédommagement ou réparation? Bien sûr, il peut faire recours et pour pouvoir le faire, il faut qu'il arrive à documenter les faits avec des preuves pour pouvoir demander de l'aide légalement. En plus, il y a les associations qui sont là, il y a la Commission des droits de l'homme qui est là, il y a la justice elle-même qui est là, qui est de leur côté pour les aider à avoir gain de cause. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler ou bien nous énoncer le processus, la démarche à entamer pour une personne handicapée et psychosociale qui est malheureusement victime de discrimination ou de maltraitance dans son travail? Oui, pour quelqu'un qui est victime de maltraitance dans son travail, il faut d'abord qu'il arrive à documenter les faits comme je viens de le dire, à le signaler aux ressources humaines, à demander qu'on lui fasse des aménagements et à déposer une plainte auprès de l'autorité compétente et engager une action en justice s'il n'a pas eu gain de cause. Il peut également obtenir des conseils juridictionnels, juridiques auprès d'un avocat spécialisé ou user de la médiation pour pouvoir trouver une solution à l'amiable. Très bien. Alors, Henri Joël, il semble que vous avez résolu un certain nombre de cas de personnes ayant été discriminées en raison de leur situation de santé mentale. Est-ce que vous pouvez partager avec nous? Ok, d'accord. Nous allons prendre l'exemple de cette dame-là qui se retrouvait dans une communauté où elle souffrait pas de troubles mentaux, mais de détresse psychologique. Mais c'est de façon chronique, c'est-à-dire par moment ça vient et par moment ça repart. Donc, à un moment donné, les membres de la communauté commençaient par se plaindre en disant qu'elle fait semblant sciemment pour pouvoir percevoir de l'aide des autres. Mais quel est le travail que nous avons fait dans cette communauté-là? Tout d'abord, nous avons passé par la sensibilisation pour faire connaître à tout le monde la détresse psychologique, ces signes. Et quand on souffre de la détresse psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le processus à suivre? Donc, pour permettre à la communauté de l'inclure maintenant dans les activités. Et maintenant, on a commencé par faire l'accompagnement avec cette dame-là. Nous utilisons toujours l'écoute active pour écouter la personne, pour voir ses plaintes et ses attentes pour pouvoir l'aider. Donc, c'est ce que nous faisons sur le terrain pour accompagner les gens souffrant de la détresse psychologique. Mais concernant le trouble mental, nous aidons la personne et sa famille à aller vers le personnel hospitalier pour pouvoir prendre les prises en charge vraiment adéquates parce que certaines personnes ont besoin d'être internées
pour être suivis et d'autres personnes ont juste besoin de faire des allers-retours maison et centre psychiatrique. Donc, on les explique comment ça se passe, les modalités et tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça se passe. Très bien. Dites-nous où et comment les employés et aussi bien les employeurs, parce qu'il n'y a pas que les employés qui parfois souffrent de troubles mentaux, où est-ce que ces types de personnes, ces travailleurs-là, peuvent se diriger pour obtenir de l'aide en cas de besoin? Ok. Aujourd'hui, le Togo fait beaucoup d'efforts. Si nous prenons plutôt l'inspection du travail, on verra plusieurs psychologues du travail et plusieurs psychologues de la santé qui travaillent au sein de cette organisation-là. Donc, quand tu sens que tu as vraiment ces difficultés-là, tu peux aller au niveau des ressources humaines comme il a su bien relever pour exprimer les besoins que tu as. Et quand tu vois que l'organisation n'arrive pas à t'aider, maintenant tu t'orientes vers l'inspecteur du travail. Arrivé au niveau de l'inspection du travail, on va t'orienter vers un médecin du travail. Et c'est le médecin du travail maintenant qui va dire que tu n'es plus apte à pouvoir travailler. Tu as besoin d'être pris en charge par un spécialiste avant de réintégrer ton organisation. Et quand tu vas voir le psychologue du travail et le psychologue clinicien, ils vont travailler sur vous et maintenant travailler sur l'organisation afin que les problèmes ou bien les facteurs qui vous ont amené à être dans cet état-là, ces facteurs-là, on les minimise ou bien on les fait disparaître totalement. Super. Firmin Apedo, dites-nous, qu'est-ce que les employeurs devraient faire pour assurer un environnement de travail sain à leurs employés? Tout à fait. Pour assurer un environnement de travail sain aux employés, il faut d'abord que les employeurs même soient sensibilisés à la santé mentale. Okay. Qu'ils soient formés à la détection de ces troubles-là au sein de leur personnel et à pouvoir leur offrir les soins nécessaires. Il y a l'aide psychologique qu'on peut apporter aux employés. À part ça, il est très important de promouvoir des environnements de travail sains et sûrs pour que les travailleurs se sentent à l'aise et travailler dans de bonnes conditions. En quoi faisant pour leur assurer un environnement sain et sûr? Un environnement sain et sûr. Si je prends votre exemple, par exemple, je pense que si quand vous vous réveillez pour arriver au travail, vous êtes contente. Oui. Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous n'avez pas un environnement de travail sûr et sain. Donc, à chaque fois que l'employé va travailler et qu'il ne se sente pas à l'aise, il n'a pas un environnement sain. Et ça passe par de petits aménagements qu'on fait, par exemple, à disposer d'une cantine où on peut manger facilement, d'une salle de sport au sein de l'entreprise. Tout ça, là, ça aide à maintenir une santé mentale positive pour les employés. Et également, peut-être pour des journées difficiles, organiser des séances de débriefing pour que les gens puissent évacuer leur surcharge d'émotions et également éviter la surcharge du travail. Ne pas trop surcharger les employés et aussi leur permettre d'avoir une flexibilité au niveau des horaires de travail. Pourquoi pas le télétravail si la personne se sent fatiguée. Donc, c'est des petits éléments que les employeurs peuvent utiliser pour permettre aux employés de se sentir mieux et d'être d'ailleurs plus productifs au sein de leur entreprise. Henri Joël, quelle hygiène de vie les travailleurs souffrant de troubles mentaux
doivent adopter? Ok, d'accord. Parlant de l'hygiène de vie, il faut savoir que quand tu as déjà connu, c'est-à-dire la maladie, donc tu es suivi. Donc il y a un psychologue qui t'oriente tout le temps, qui te donne des directives en collaboration avec toi-même tes initiatives. Donc ça veut dire que on va te dire que, par exemple, il faut marcher beaucoup, il faut manger sainement, éviter des nourritures vraiment gras parce que quand la sensation de mal-être apparaît dans le corps, tu vas voir que c'est au niveau de la tête qu'on le ressent le plus. Et on va te conseiller à faire beaucoup de sport, on va te conseiller à participer à des groupes à visée psychosociale. Il y a beaucoup d'activités qu'on nous conseille de faire ou bien à tout le monde parce que ce n'est pas seulement la personne qui souffre de troubles mentaux qui doit faire ces activités-là, mais aussi une personne qui est en bonne santé mentale pour préserver sa santé mentale et une personne qui est en détresse pour pouvoir faire disparaître les signes de la détresse psychologique. Chers invités, nous tirons pratiquement, nous sommes même à la fin de cette émission. Un mot avant de clôturer. Fermé à Pédo. D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette invitation. Vous l'avez constaté, la santé mentale est à prioriser, surtout sur les lieux de travail. Avec les essences que nous avons fait, je pense que les uns les autres auront les éléments pour agir. Je tiens également à vous remercier, Dina FM, Handicap International, l'Agence française de développement, qui nous ont permis d'être ici pour parler santé mentale. Merci à vous. Henri, Okay, Joël. oui, je tiens à remercier tout le monde, en particulier HFA et Handicap International, la FETAF aussi et AFD. Mais il y a juste un mot pour moi que j'aimerais placer à l'endroit des employeurs parce qu'il faut savoir que si tu as un environnement où il y a le harcèlement, il y a comment dire, la pression intense tout le temps, il n'y a pas de débriefing, il faut savoir que tu auras toujours des employés mécontents qui feront juste leur emploi pour avoir un salaire à l'enfer, mais pas pour le plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour toutes ces explications, ces apports et ce dernier mot. Merci d'avoir choisi Radio Dina. Je rappelle aux auditeurs qu'aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale dans l'environnement du travail avec vous, Henri-Joël Abo, qui est psychologue de formation, chargé de volet santé mentale de la FETAF et qui travaillait au sein de l'organisation de la société civile Hand From Above. Et vous, Firmin Kofi Apedo, vice-président de l'association Link and Hope. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Cette émission s'achève ainsi. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.